Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel entretien avec Maryvonne de Saint-Pulgent, auteureux ou autrice, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise, auteureux. Très bien. Alors, de Les musiciens et le pouvoir en France, paru en février dernier, aux éditions Gallimard, ouvrage abondamment illustré et abondamment aussi illustré de documents, d'anecdotes et de portraits des différents protagonistes de ces rapports, quelquefois conflictuels, mais en tout cas d'autorité, entre les musiciens et le pouvoir. Alors donc, Louis XIV, à travers Lully, à travers de Lalande, a contrôlé l'opéra, contrôlé la tragédie lyrique, a contrôlé aussi la musique religieuse. Louis XIV meurt, et à ce moment-là, donc, le régent est d'abord d'une autre orientation musicale, il est plus italien, et il est infiniment moins autoritaire dans ses rapports avec les musiciens. Est-ce que les musiciens en profitent à ce moment-là pour prendre de l'importance et prendre un peu d'indépendance? Le pouvoir musical va changer de lieu et d'exercice. Le XVIIIe, donc à partir du règne de Louis XV, est un siècle où petit à petit le pouvoir musical est détenu par de tous autres cercles, qui sont d'abord des cercles parisiens. L'opéra a toujours été parisien. L'entreprise de Lully est créée au Palais Royal. L'opéra est donné à la cour en premier lieu, mais ensuite ce sont les Parisiens qui assurent les recettes. Mais la cour va se désintéresser de la propagande par la musique. On continue de faire énormément de musique à la cour, mais ce n'est plus un sujet politique, c'est un sujet de pur agrément, etc. Même si, évidemment, les monarques ont leur propre goût. On ne sait pas si Louis XV s'est formidablement intéressé à la chose après la disparition du régent, qui lui était très mélomane. Et compositeur. Et compositeur, et extrêmement artiste. Enfin, c'est le fils de Philippe d'Orléans. Une partie de la musique du film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence, est de la musique écrite par Philippe d'Orléans, par le régent. Voilà, Philippe le régent, donc. Et sa mère elle-même était une Allemande très, très, très talentueuse. Et donc voilà, c'est le goût personnel, mais il n'y a plus d'ambition politique derrière tout ça. Mais l'entreprise vit sa vie, et l'opéra français continue d'évoluer, de se construire et de plaire au public. Et vous allez avoir un des plus grands musiciens du siècle, de l'Europe du XVIIIe siècle, qui va apparaître sous le règne de Louis XV, qui est Jean-Philippe Rameau, qui va magnifiquement renouveler l'art de Lully avec ce qui est quand même l'apogée de l'opéra baroque, qui vont être donc les tragédies en musique de Rameau. Mais justement, Rameau est un cas intéressant, car celui qui va propulser Rameau dans la lumière, Rameau a un âge avancé d'ailleurs, car Rameau arrive à Paris à 50 ans avec une réputation de musicien d'église et aussi de théoricien de la musique. Il vient à Paris pour présenter son traité d'harmonie devant l'Académie des sciences, et comme rapporteur d'Alembert, qui est un grand admirateur des théories de Rameau. Donc Rameau arrive avec une réputation de théoricien, mais il trouve un emploi rémunéré chez un fermier général, un des fermiers généraux musicien mélomane, qui est monsieur de la Pouplinière, dont la femme est chanteuse, et qui mécène la musique, et qui est assez riche à l'époque pour entretenir un orchestre dans son hôtel particulier, dans son château. Et donc Rameau va gagner sa vie chez la Pouplinière, tout en s'habituant à faire des opéras, en commençant par travailler pour l'opéra comique, qui est né qui est le genre léger de l'opéra, qui est né à la fin du règne de Louis XIV, et ensuite produire des œuvres pour les
l'opéra. Donc il est en fait mécéné, propulsé par un des grands salons musicaux de l'époque, mais ce n'est pas le seul, car la vraie source du pouvoir musical s'exerce maintenant à Paris, dans les salons parisiens, dans les cercles dirigeants parisiens. Alors où il y a encore des princes, hein, mais on voit bien que là c'est le pouvoir financier, économique, qui devient majeur, et c'est aussi la période où on va inventer le concert public. C'est-à-dire les musiciens s'autonomisent par rapport au patron unique, hein, au système des offices, où ce sont des salariés de la cour ou des princes ou de l'Église, et vont gagner leur vie en s'ouvrant, en recrutant des auditeurs dans le public. Alors, ce sont des concerts qui sont financés par souscription, on voit bien ce que ça veut dire aujourd'hui, et qui sont fréquentés évidemment par l'élite parisienne riche, fortunée et très éduquée. Et le grand animateur de ce type de nouvelle forme de diffusion de la musique, ça va être un autre client de la Pouplinière, qui est d'ailleurs un disciple de Rameau, qui est Gossec. Et Gossec est un entrepreneur de la musique. C'est très intéressant de voir comment le système change complètement. Un entrepreneur, donc, qui va avoir non pas un seul employeur, mais plusieurs, ce qui lui donne une certaine autonomie. Et on voit aussi l'influence du monde intellectuel. On voit arriver l'opinion publique à travers le milieu encyclopédiste, qui est d'ailleurs financé par les mêmes salons. Hein. Ce sont les mêmes que financent la Pouplinière, Madame du Châtelet, etc. Donc vous voyez, c'est l'aristocratie de la finance ou autre. Hein. Ça peut être des gens de robe, d'épée. Un des grands lieux musicaux, c'est le salon du Prince de Conti, dans lequel Mozart va faire ses débuts à Paris, qui est le grand maître du temple. Et vous voyez aussi les loges maçonnes intervenir, parce que voilà, tout ce beau monde a aussi des idées avancées, d'autonomisation aussi vis-à-vis du pouvoir royal. Et vous allez avoir un siècle où ils vont s'écharper sur des questions musicales. Ça va être le siècle des querelles sur la musique, qui vont occuper non seulement le milieu parisien, la cour, mais aussi l'Europe, hein, avec comme propagateur de ce qui se passe à Paris, les débats qui se passent sur la meilleure musique et la meilleure façon de faire de la musique, qui sont relayés par quelqu'un comme Grimm, dans des lettres qu'il envoie à toutes les cours et les beaux milieux européens. Et vous allez avoir une succession de querelles sur la musique absolument impressionnant. La plus célèbre étant la fameuse querelle des bouffons, dans laquelle on va voir s'affronter deux grands esprits du siècle, qui sont Rousseau et Rameau. Rousseau étant un propagateur de la musique italienne, et Rameau défendant la musique française. En fait, Rameau est la cible de Rousseau, et la célèbre lettre sur la musique française de Rousseau, qui est un peu le point culminant de la querelle des bouffons, et qui va d'ailleurs... Lettre dans laquelle il explique que non seulement les Français n'ont pas de musique, mais s'ils devaient en avoir une... Ce serait tant pis pour eux. Voilà. Parce que la langue française est impropre à la musique. Il va changer d'avis à la querelle suivante, qui est celle des gluckistes et des piccinistes, avec cette fois-ci un Autrichien, enfin un sujet de l'Empire Habsbourg, qui est le cavalier Gluck, qui vient de la cour de Marie-Thérèse, et qui a été professeur de la jeune Marie-Antoinette. Alors là, on est passé à la fin du XVIIIe, Rameau est mort, et à ce moment-là, l'opéra redevient un sujet très politique, parce que la cour à nouveau s'en mêle, Marie-Antoinette ayant été l'élève de Gluck et étant une fidèle propagandiste de l'Autriche, de son Autriche natale, va propulser le chevalier Gluck sur la scène parisienne, qui est la scène la plus importante, pour promouvoir sa réforme de l'opéra. Alors Gluck commence par la réforme de l'opéra italien, et puis s'aperçoit que l'endroit où il faut être, c'est Paris, donc il va donner les versions françaises de ces opéras réformés. Donc on va avoir un propagateur de la tragédie française qui se trouve être autrichien, opposé à M. Puccini, qui lui est un Italien pur jus, et que les opposants à la reine et donc à la cour vont faire venir pour refaire la querelle des bouffons dans l'autre sens, si je puis dire, et donc essayer de prouver la supériorité à nouveau, enfin que l'opéra italien reste supérieur à la version française. Alors là,
la querelle est indécise, finalement. Gluck va finalement s'énerver et partir, mais enfin, il est clair que ce sont les opéras de Gluck qui sont restés dans le répertoire et pas ceux de Piccini. D'ailleurs, on vient d'en jouer refaire une production d'un à l'Opéra Comique que je vous recommande, qui est Iphigénie, de Gluck, qui était un des sujets sur lequel tout le beau monde parisien s'est écharpé pour savoir si M. Gluck, qui est allemand d'origine, avait le droit de reprendre les chefs-d'œuvre, les sujets déjà traités par Lully au siècle précédent. Et par les tragédiens français. Si on se focalise sur la situation des musiciens, cette période qui va de la mort de Louis XIV à peu près à la Révolution est une période pendant laquelle ils ont beaucoup de distance avec le pouvoir, parce qu'ils ont... Avec le pouvoir politique. Avec le pouvoir politique, mais en même temps... C'est un autre pouvoir qui prend le relais, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir politique quand même de tout ce beau monde, parce que c'est quand même eux qui vont préparer la Révolution et qui préparent surtout la rupture, enfin qui nourrissent la rupture entre le peuple français et ses monarques. Et donc, c'est une autre forme d'exercice du pouvoir, qui est le pouvoir... beaucoup plus diffus et beaucoup plus... mais tout aussi efficace. Mais ce sont des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir de la cour, il y a le pouvoir des financiers, il y a le pouvoir des aristocrates, qui ne sont pas les mêmes, et il y a le pouvoir des maçons. Voilà. Sans compter le pouvoir de ce qu'on n'appelle pas les intellectuels, parce que le mot n'existe pas, mais vous parliez d'Alembert tout à l'heure, c'est les encyclopédistes. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes ou d'institutions sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui, mais comme l'a très bien expliqué Rousseau, c'est toujours la même question, c'est le coin du roi et le coin de la reine. Oui, c'est-à-dire que tous ces pouvoirs éparpillés, en réalité, sont tous contre la cour. Et donc vous avez la cour d'un côté et les contre-pouvoirs de l'autre, ceux qui, encore une fois, préparent ce qui va se passer à la fin du siècle. Et donc les musiciens, cette fois, sont du côté du contre-pouvoir. Mais c'est ce qui éclaire le fait que Mozart, lors de son 2e séjour à Paris, où son père l'envoie pour prendre un emploi à la cour, on lui propose un office à la chapelle royale qui a été quand même l'emploi de Couperin le Grand au siècle précédent, que Mozart refuse au grand scandale de son père, qui lui comprend pas ce que fait son fils, et Mozart lui explique que ce n'est plus à Versailles que se joue la vraie bataille, c'est à Paris. Et faute d'avoir lui-même été, à l'époque, je pense, faute d'avoir été déjà maçon, car il sera maçon plus tard, et ce ne sont pas les mêmes loges d'ailleurs, c'est pas la même ambiance, c'est la maçonnerie autrichienne où figure l'empereur, qui va recruter Mozart, et non pas la maçonnerie française, où le roi n'est pas, bien sûr. Donc, Mozart ne trouve pas d'emploi à Paris, il a quelques petites commandes de l'opéra, mais il n'arrive pas à convaincre Gossec qu'il est plus important, par exemple, qu'un autre musicien plus âgé, mais lui, maçon, qui est Haydn. Haydn va avoir le grand succès parisien, avec ses symphonies parisiennes en particulier. Mozart repart bredouille à Salzbourg. Et parce que ce qu'on lui a proposé à la cour ne convient plus à un musicien ambitieux. C'est là où on voit le basculement qui se produit de Versailles vers Paris, de la cour vers le contre-pouvoir parisien. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, merci. Je pense qu'il est temps que nous fassions la révolution, plutôt que nous y arrivions. Et donc, ce sera le point de départ de notre prochain épisode. Merci.